C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau, Iseo, Santiano, 18 nœuds, 400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Iseo, Santiano, si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Voilà. Bonsoir à tous, chers matelots. Nous allons lire ce soir la suite de l'île au trésor. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN, ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Mais quoi? Nous sommes tous des navigateurs ici à bord, je pense, répliqua le jeune Dick. Dis plutôt que nous sommes tous des matelots, de gaillards d'avant, trancha Silver. Nous pouvons tenir une route donnée, mais qui saura l'établir? Vous en seriez empêchés. Tous tant que vous êtes, vous les gentilshommes de fortune. Si on me laissait faire, j'attendrais que le capitaine Smollett nous ait ramenés jusque dans les Alizés, au moins. Comme ça, ni sacré, faux calcul, ni rationnellement à une cuillère d'eau par jour. Mais je vous connais, j'en finirai avec eux sur l'île même, sitôt la marchandise à bord. Et c'est un vrai malheur, mais vous n'êtes jamais content qu'après avoir bu. Mort de mes os. Ça dégoûte de naviguer avec des types comme vous. Tout doux, Long John, protesta Israël. Qui donc te contredit? Songez bien de grands navires, j'ai vu à mariner comme prise. Et combien de vaillants gars séchés au soleil sur le quai des Potences. Et tout ça pour avoir été aussi pressé. Vous m'entendez? J'ai vu quelques petites choses en mer. Moi. Si vous vouliez simplement tenir votre route et au plus près du vent, bientôt, vous rouleriez carrosse, oui, mais à d'autres. Je vous connais, soit. Vous aurez votre lampée de rhum demain et allez vous faire pendre. Tu prêches comme un curé, John, c'est connu, rétorqua Israël. Mais d'autres ont su manœuvrer et gouverner aussi bien que toi. Ils admettaient la plaisanterie, eux. En tout cas, ils étaient moins hautains et moins cassants. Ils acceptaient les observations en gais compagnons. Tout cela. Ouais, reprit Silver. Et où sont-ils maintenant? Pew était de ce calibre, et il a fini mendiant. Flint aussi. Et il est mort, tué par le rhum, à Savannah. Ha! C'était des types à la cool. Seulement, où sont-ils? Mais, intervint Dick, quand nous les aurons à notre merci, qu'est-ce que nous ferons d'eux? Pour finir. Voilà un garçon qui me botte, s'écria le cuisinier avec admiration. Ça s'appelle être pratique. Eh bien, votre avis? Les abandonner à terre? C'eût été la manière d'England, ou bien les égorger comme des porcs. C'est ce qu'aurait fait Flint ou Billy Bones. Billy était un homme, ça, convint Israël. Les morts ne mordent pas, qu'il disait. Bah. Il est mort lui-même, à présent. Il est renseigné là-dessus tout au long. Et si jamais rude marin entra au port, ce fut Billy. Tu dis bien, reprit Silver. Rude et prompte. Remarquez, je suis un homme doux. Je suis tout à fait galant homme. Pas vrai? Mais cette fois, c'est sérieux. Les affaires avant tout, camarades. Je vote la mort. Quand je serai au Parlement et roulant dans mon carrosse, je ne veux pas qu'un de ces avocats de mer, de la cabine,
ça mène au pays, à l'improviste. Comme le diable à la prière, mon principe est d'attendre. Mais l'occasion venue, d'y aller ferme. John s'écria, le quartier maître, tu es un homme. Tu le diras, Israël, quand tu auras vu. Je ne réclame qu'une chose, Trelawney. De ses mains-ci, je lui dévisserai du corps sa tête de veau. Dick, en gentil garçon, lève-toi et donne-moi une pomme pour m'humecter un peu le gosier. Imaginez ma terreur. J'aurais sauté dehors et pris la fuite, si j'en avais trouvé la force, mais le cœur me manquait, aussi bien que les muscles. Au bruit, je compris que Dick se levait, mais quelqu'un l'arrêta, et j'entendis la voix de Hans. « Bah, laisse donc ce fond de tonneau. John, buvons un coup de rhum, ça vaudra mieux. » Dick acquiesça Silver. « Je me fie à toi. Il y a une mesure sur le baril. Voici la clé. Tu complieras une topette et tu nous l'apporteras. » Ce devait être ainsi. J'y songeais malgré ma terreur que M. Harrow se procurait les spiritueux qu'il avait tués. Dick partit, Israël profita de son absence pour parler à l'oreille du coq. Je ne pus saisir que peu de mots, mais parmi eux, ceux-ci qui étaient d'importance. Pas un seul des autres ne se joindra à nous, donc il y avait encore des hommes fidèles à bord. Dick revenu, la topette passa de main en main. Tous trois burent. L'un dit « À notre réussite !» L'autre « À la santé de vieux Flint !» Et Silver prononça sur un ton de mélopée « Je bois à nous, et tenez-le plus près, beaucoup de butin et beaucoup de galettes. » À ce moment, une vague clarté m'atteignit au fond de ma barrique. Je levai les yeux et vis que la lune s'était levée, argentant la hune d'Artimon et brillant sur la blancheur de la misaine. Presque en même temps, la vigie lança ce cri. « Terre !» J'espère que l'ingénieur du son n'en a pas pris trop plein les oreilles. Chapitre 12. Conseil de guerre. Des pas précipités se ruèrent sur le pont. L'on sortait en toute hâte de la cabine et du gaillard d'avant, me glissant à la seconde corps hors de ma barrique. Je me faufilai par derrière la misaine, fis un crochet vers la poupe et débouchai sur le pont supérieur juste à temps pour rejoindre Hunter et le docteur Livesey, qui couraient vers le bossoir au vent. Tout l'équipage s'y trouvait déjà rassemblé. Le brouillard qui nous entourait s'était levé peu après l'apparition de la lune. Là-bas, dans le sud-ouest, on voyait 2 montagnes basses, distantes de 2000 environ. Derrière l'une d'elles, en apparaissait une 3e, plus élevée, dont le sommet était encore engagé dans la brume. Toutes 3 semblaient abruptes et de forme conique. Je vis tout cela comme dans un rêve, car je n'étais pas encore remis de ma peur atroce de quelques minutes plus tôt. Puis j'entendis la voix du capitaine Smollett qui lançait des ordres. L'Hispaniola fut orientée de 2 quarts plus près du vent et mit le cap de façon à éviter l'île par son côté est. « Et maintenant, garçon, dit le capitaine quand la voilure fut bordée, quelqu'un de vous a-t-il jamais vu cette terre-là ?»« Moi, monsieur, répondit Silver. Nous y avons fait de l'eau avec un navire marchand sur lequel j'étais cuisinier. Le mouillage est au sud, derrière un îlot, je suppose, interrogea le capitaine. Oui, monsieur, on l'appelle l'îlot du squelette. Cette île était autrefois un refuge de pirates et nous avions à bord un matelot qui en savait tous les noms. Cette montagne au nord, il l'appelait le mont de Misaine. Il y a 3 sommets alignés du nord au sud, monsieur. Misaine, Grand Mât et Artimon. Mais le Grand Mât, c'est-à-dire le plus haut, avec un nuage dessus, et il l'appelait d'ordinaire la Longue Vue, à cause d'une vigie qu'il y postait lorsqu'ils venaient se réparer au mouillage. Car c'est là qu'ils réparaient leur navire, monsieur, sauf votre respect.
J'ai ici une carte, dit le capitaine Smollett. Voyez si c'est bien l'endroit. Les yeux de Long John flamboyèrent quand il prit la carte. Mais à l'aspect neuf du papier, je compris qu'il serait déçu. Ce n'était pas la carte trouvée dans le coffre de Billy Bones, mais une copie exacte, complète en tout point, nom, altitude et profondeur, à la seule exception des croix rouges et des notes manuscrites. Si vif que fut son désappointement, Silver eut la force de le dissimuler. « Oui, monsieur, dit-il, c'est bien l'endroit, pour sûr, et très joliment dessiné. Qui peut avoir fait cela ? Je me le demande. Les pirates étaient trop ignorants, je suppose. Oui, voici. Mouillage du capitaine Kidd, juste le nom que lui donnait mon camarade de bord. Et il y a un fort courant qui longe la côte sud, puis remonte vers le nord sur la côte ouest. Vous avez bien fait, monsieur, de courir au plus près et de vous tenir au vent de l'île. Du moins, si votre intention est d'atterrir pour vous caréner, il n'y a pas de meilleur endroit dans ces parages. Merci, lui dit le capitaine Smollett. Je vous demanderai plus tard de nous donner un coup de main. Vous pouvez aller. J'étais surpris du cynisme avec lequel John avouait sa connaissance de l'île, et ce ne fut pas sans quelque appréhension que je le vis s'approcher de moi. Évidemment, il ne savait pas que dissimulé dans ma barrique de pommes, j'avais surpris son conciliabule. Mais j'avais à ce moment conçu une telle horreur de sa cruauté, de sa duplicité et de sa tyrannie, que j'eus peine à réprimer un frisson quand il posa la main sur mon bras. « Hé 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 !» me dit-il. « C'est un gentil endroit, cette île. Un gentil endroit pour un garçon qui veut aller à terre. Tu te baigneras, tu grimperas aux arbres, tu feras la chasse aux chèvres, et tu gambaderas sur ces montagnes comme une chèvre, toi aussi. Vrai !» Cela me rajeunit. J'allais en oublier ma jambe de bois. C'est une chose agréable, sois-en sûr, que d'être jeune et d'avoir ses 10 orteils. Quand l'envie te prendra de faire une petite exploration, tu n'auras qu'à prévenir le vieux John, et il te préparera un encas à emporter avec toi. Et m'ayant tapé sur l'épaule de la façon la plus affectueuse, il s'en alla clopinant et disparut dans le poste. Le capitaine Smollett, le chevalier et le docteur Livesey s'entretenaient sur le tillac, et pour impatient que je fusse de leur conter mon histoire, je n'osais les interrompre ouvertement. J'en étais toujours à chercher un prétexte plausible, que le docteur Livesey m'appela auprès de lui. Et il avait laissé sa pipe en bas, et, fumeur enragé, il voulait m'envoyer la quérir, mais dès que je fus assez près de lui pour parler sans risque d'être entendu, je lâchai tout à trac. « Docteur, laissez-moi dire, emmenez le capitaine et le chevalier en bas, dans la cabine, et trouvez un prétexte pour m'y faire mander. J'ai de terribles nouvelles à vous apprendre. » Le docteur changea un peu de visage, mais un instant lui suffit pour se dominer. « Merci, Jim, » dit-il très haut, comme s'il m'eût posé une question. C'est tout ce que je voulais savoir. Sur quoi il tourna les talons et rejoignit ses 2 interlocuteurs. Ils conversèrent un instant, et bien qu'aucun d'eux n'eût tressailli, ni même élevé la voix, il était clair que le docteur Livesey leur avait transmis ma requête, car au bout d'1 minute, j'entendis le capitaine donner à Job Anderson l'ordre de rassembler tout le monde sur le pont. « Mes gars, » prononça le capitaine Smollett, « j'ai un mot à vous dire. Cette terre que vous voyez est le but de notre voyage. Monsieur Trelawney, qui est un gentilhomme très généreux, comme nous le savons tous, vient de me poser quelques questions sur vous. Et comme j'ai pu lui affirmer que tout le monde à bord a fait son devoir du premier au dernier, et à ma pleine satisfaction, eh bien, lui et moi, avec le docteur, nous allons descendre dans la cabine pour boire à votre santé et à votre succès à vous, tandis qu'on vous servira le grog, dehors, et que vous boirez à notre santé et à notre succès à nous. Je vous le déclare, cela me paraît noble et généreux. Et si vous êtes du même avis, vous allez pousser un bon vivat marin en l'honneur du gentilhomme qui vous abreuve. Le vivat retentit, et ce qui allait de soi, mais il s'éleva, si nourri et chaleureux que, je l'avoue, j'avais peine à croire que ces hommes étaient en train de comploter notre mort. Encore un vivat pour le capitaine Smollett, cria Long John, quand le premier se fut apaisé. Et celui-là aussi fut poussé avec ensemble. Là-dessus,
Les 3 messieurs descendirent. Et peu après, on vint dire à l'avant que Jim Hawkins était demandé dans la cabine. Je les trouvais tous 3 attablés devant une bouteille de vin d'Espagne et une assiette de raisins secs. Sa perruque sur les genoux, ce qui était chez lui un signe d'agitation, le docteur fumait. La fenêtre de poupe était ouverte sur la nuit chaude et on voyait la lune se jouer dans le sillage du navire. « Allons, Hawkins !» prononça le chevalier. « Vous avez quelque chose à dire ?»« Parlez. » Je m'exécutai, et aussi brièvement que possible, je rapportai dans tous ses détails le conciliabule de Silver. On me laissa aller jusqu'au bout sans m'interrompre, et mes 3 auditeurs, complètement immobiles, ne quittèrent pas des yeux mon visage, du commencement à la fin. « Jim !» dit le docteur Livesey. « Prenez un siège. » Et ils me firent asseoir à leur table, me versèrent un verre de vin, emplirent mes mains de raisin, et tous 3, l'un après l'autre, et chacun avec un salut, burent à ma santé, me félicitant sur ma chance et mon courage. « Capitaine, dit le chevalier, vous aviez raison et j'avais tort. Je ne suis qu'un sot, je l'avoue, et j'attends vos instructions. »« Pas plus un sot que moi, monsieur, » répondit le capitaine. « Je n'ai jamais ouï parler d'un équipage qui, ayant l'intention de se mutiner, n'en manifeste au préalable quelques signes permettant à quiconque a des yeux de prévoir le coup et de prendre ses mesures en conséquence. »« Capitaine, dit le docteur, c'est le fait de Silver, un homme des plus remarquables. Et il ferait remarquablement bien au bout d'une grande vergue, monsieur riposta le capitaine. Mais nous bavardons. Cela ne mène à rien. Je vois 3 ou 4 points, et avec la permission de monsieur Trelawney, je vais les énumérer. Vous êtes le capitaine, monsieur, dit avec noblesse monsieur Trelawney. C'est à vous de parler. Premier point, commença monsieur Smollett. Il nous faut aller de l'avant, parce que nous ne pouvons reculer. Si je donne l'ordre de virer de bord, ils se révolteront aussitôt. Second point, nous avons du temps devant nous, au moins jusqu'à la découverte de ce trésor. Troisième point, il y a des matelots fidèles. Or, monsieur, comme il faudra en venir aux mains tôt ou tard, je propose de saisir l'occasion aux cheveux, comme on dit, et d'attaquer les premiers, le jour où ils s'y attendront le moins. Nous pouvons compter, je suppose, sur vos domestiques personnels, monsieur Trelawney, comme sur moi-même. Cela fait 3. Avec nous, 7, en comptant Hawkins, et quant aux matelots honnêtes. Apparemment, les seuls hommes de Trelawney, dit le docteur, ceux qu'il a choisis lui-même avant de s'en remettre à Silver. Non pas, répliqua le chevalier. Hans était des miens. Je me serais pourtant fié à lui, ajouta le capitaine. Et dire que ce sont tous des Anglais, éclata le chevalier. Pour un peu, monsieur. Je ferai sauter le navire. Eh bien, monsieur, reprit le capitaine, ce que je puis dire de mieux n'est guère. Il nous faut mettre à la cape, si vous voulez bien, et faire bonne vieille. Veille, pas vieille. C'est irritant, je le sais. Il serait plus agréable d'en venir aux mains, mais il n'y a rien à faire tant que nous ne connaîtrons pas nos hommes. Mettre à la cape et attendre le vent. Tel est mon avis. Jim que voici, dit le docteur, peut nous aider mieux que personne. Les hommes ne se méfient pas de lui, et Jim est un garçon observateur. Hawkins, ajouta le chevalier, je mets en vous une confiance énorme, mais je percevais trop mon impuissance radicale et je me sentis envahir par le désespoir. Et pourtant, grâce à un concours singulier de circonstances, ce fut en effet moi qui nous procurai le salut. En attendant, nous avions beau dire sur 26 hommes, et il n'y en avait que 7 sur qui nous pouvions compter. Et de ces 7, l'un était un enfant. C'est bien que nous étions 6 hommes, faits d'un côté contre 19 de l'autre. Voilà. C'est ainsi que se termine donc ce chapitre de l'île au trésor. Je vous souhaite de très jolis rêves pour certains, des rêves d'aventure, de pirates et de trésors. Je vous dis à tout bientôt.